Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de la Loi des séries. Après 2 mois d'absence, on vous retrouve, on est ravis pour cette 10e saison de la Loi des séries qui commence aujourd'hui. 10 ans maintenant qu'on vous suit, qu'on vous accompagne sur la fiction et la fiction française en particulier. Je dis on puisque évidemment mes fidèles comparses sont avec moi, Nora Gandour et Julia Gabriele qui sont ici. Bonsoir. Bonsoir Alex. Bel été, ça s'est bien passé les vacances? Merveilleux. Oui, ça on a vu les photos, on se doute que ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, nous allons parler de la fiction événement de la rentrée sur France 2. Diffusée depuis lundi dernier, ça s'appelle Filles du Feu, ça nous emmène au Pays Basque, au XVIIe siècle, 1609 exactement, donc bien avant que les chasses aux sorcières ne démarrent aux États-Unis. Elles ont démarré chez nous et ça s'est très très mal passé avec le juge de l'Ancre, brillamment, je le dis vraiment, et je le dis pas parce qu'il est là et qu'il nous fait le plaisir de revenir, mais brillamment interprété par notre invité dans la série Le terrifiant juge de l'Ancre et le très sympathique Bruno Debrante, inversement proportionnel sympathique à ce que son personnage est détestable. C'est vous dire à quel point il est détestable dans la série. Bonsoir Bruno. Salut. Ça fait plaisir de te recevoir à nouveau, mais c'est vrai que ce personnage est terrifiant. Ah bah il est terrifiant. Ouais. L'histoire le confirme. Hein. Ouais. Il était terrifiant et il fallait essayer de le rendre un petit peu sympathique, en tout cas acceptable comme les grandes figures de méchants en fait. Les grandes figures de méchants. Bah, c'est ça, on va y revenir tout à l'heure. Il faut préciser que ce personnage a existé, le juge de l'Ancre a vraiment existé, et il a fait un traité de démonologie qui se vend encore très très bien. Qui se vend très bien, j'en sais rien. Très bien pour l'époque quand même, 400 ans après. Et puis il fait l'objet d'une réédition. Donc, Vous l'avez lu ? Ça sous-entend, oui j'en ai lu plein, mais c'est 2 tomes. Hein. Ah ouais. Et puis c'est assez indigeste. Mais ça sous-entend qu'il y a des lecteurs. Ouais. Et il y a un marché clandestin, parce qu'il y a même encore des manuscrits originaux, donc ont 450 ans, et qui sont vendus à 3000, parce que moi j'ai essayé d'en avoir un, et ils sont vendus à 3000, 4000 euros dans des sites indiens, des sites... C'est cher payer la bêtise, ouais. C'est ça. Ouais, non, mais c'est pas que de la bêtise, Ouais, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire aussi, et ça permet de comprendre une époque, et effectivement comment à un moment donné, et il y a des grands moments d'ailleurs, portés, je pense au personnage de Michel Larocque qui dit cette phrase avant de mourir sur le bûcher, en disant que l'histoire va se construire donc sur le sang des femmes, et c'est vrai que cette phrase-là dans l'épisode 4, c'est une des plus grandes phrases de la série. Il y a plein de punchlines qui sont, et même quelques discrètes, on ouvre la série avec les péages. Hein. Oui, c'est ça. C'est un débat c'est vrai, non, mais c'est vrai. Sur les autoroutes. Ouais, c'est ça. Bon. ça reste effectivement malheureusement d'actualité. C'était l'objectif. Et on va en reparler de cette série dans quelques instants. Soyez patients, on va aussi revenir un petit peu sur quelques moments comme ça choisis dans la carrière de notre invité Bruno Debrante. En deuxième partie d'émission, on continuera finalement parce que Bruno, on le connaît pour ses grandes figures de la télévision, mais il a fait aussi et il continue de faire beaucoup de théâtre. Et justement, on fera le pont avec notre deuxième invité, Coralie Revel, qui a signé un court-métrage qui se passe dans un hôpital de jour où on soigne les gens par le théâtre. Et elle va venir nous en parler tout à l'heure. On se fera un plaisir de la recevoir. Mais auparavant, et ça, je sais que Nora va sauter sur l'occasion, ce sera son actualité dans les mois prochains. Évidemment, entre le moment où on a fini cette saison et le moment où on la reprend, il y a évidemment une actualité qui était devenue incontournable, dont on a beaucoup parlé. Et voici le teaser officiel de TF1. Voilà donc confirmé par Ara Aprikian, Plus belle la vie va faire son retour normalement en janvier 2024. Les tournages doivent reprendre en octobre 2023 avec effectivement, vous l'avez vu, la présence dans la bande-annonce de Marwan Bereni, mais c'est vrai que ils sont obligés de tout réécrire puisqu'il devait faire partie, parce que quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance jusqu'au bout, il devait faire partie des premières arches de Plus belle la vie, évidemment avec la disparition du comédien depuis le début du mois d'août suite à ce fait divers tragique, les équipes ont été obligées de se relancer dans une écriture des premières arches de la série autour du personnage de Barbara. En attendant, Plus belle la vie arrivera, alors soit
diffusion en début d'après-midi, soit diffusion le soir à la place de la Starac et juste avant l'ITC. Évidemment, ça, ce sera la grande question des prochains mois. On suivra évidemment ce retour de Plus belle la vie, qui est un événement, puisque c'est l'une des premières fois dans le monde qu'un soap s'arrête et revient. Donc on verra si ça lui Vive porte la lutte intermittente. Exactement, justement, une lutte, il me fait mes transitions, il est formidable, de lutte il en est question avec cette série Filles du Feu, lancée lundi dernier sur France 2. Pour avoir pratiqué des avortements, la prévenue est condamnée à la mort, car le pardon est interdit aux femmes coupables de sorcellerie. Vous connaissez le Pays Basque? C'est une terre peuplée de marins indociles et de sorcières des mers, aussi dangereuses en amour qu'en sortilège. Le chariot, il arrive. Il est lancé sur sa route. J'ai peur. Pierre n'est pas seulement juge, c'est aussi un grand spécialiste des sorcières. Qui va mourir? Si on ne les élimine pas toutes, le Pays Basque restera un pays d'arriérés ingouvernables. Mais vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous dise qu'ici on fabrique des tartes avec du sang de nouveau-né? J'en peux plus de devoir me cacher pour faire le bien. J'ai pas à avoir honte de connaître ceux qui soignent. Mon peuple n'est pas un animal qu'on peut dompter. Il va sortir, c'est crocs. Prévenez les juges! Nous sommes face à une secte organisée, un véritable couvent de démons. Les hommes amoureux disent toujours des femmes qu'elles sont les ensorceleuses. Vous voulez brûler la moitié des femmes de ce pays? Tu ne sais pas où t'as mis les pieds, petit homme. Filles du Feu, bientôt sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Et voilà, une série qui effectivement fait envie. On est donc au Pays Basque en 1609, quand un comte avide de pouvoir et qui veut contrôler et séduire la principale femme qui dirige un peu cette région, qui est jouée par Lizzie Brocheret, il convoque un juge pour essayer finalement de se débarrasser des obstacles qui l'empêchent de l'épouser. Et en faisant ça, il ouvre la boîte de Pandore, finalement. Il ouvre la boîte de Pandore parce que ce juge, on va avoir un extrait dans un instant, mais ce juge-là, une fois qu'il est là, il y est bien, quoi. Il se rend compte que le territoire est infesté pour lui de sorcières, et donc il décide de faire le ménage, accompagné donc de son petit médecin qui l'emmène avec lui. Tom Hudson. Et vous allez voir, Magnifique. Il lui fait faire des choses qui sont absolument redoutables. Pour comprendre un petit peu, il est particulier ce personnage, parce qu'on nous dit qu'il est... c'est un juge, donc il assume de ne pas être un homme d'église et en même temps passionné de démonologie, donc on est en plein dans la religion. C'est le paradoxe de ce personnage aussi. C'est pour ça que, d'abord, il y avait l'écriture, hein, c'est toujours pareil. Hein, l'enjeu, il était costaud, puisqu'il fallait réussir avec une série historique de faire quasiment une transposition avec tous les sujets qui nous passionnent aujourd'hui. C'est toujours le projet du film historique, c'est comment la fiction nous permet de se rendre compte que l'histoire se répète en permanence, qu'elle fait des boucles, et que l'histoire d'hier, les combats d'hier sont toujours ceux d'aujourd'hui. C'est 2 siècles avant, en 1400 et des, même au Moyen-Âge, toutes les élites étaient beaucoup plus permissives et beaucoup plus futées et brillantes même. Ce qu'on appelait le Moyen-Âge n'était pas forcément à tous les niveaux. Non, et là on est à la Renaissance quasiment, et donc il y a une remise en question. Alors tu parlais de foi, ne serait-ce que le roi. Il a tourné sa veste je sais combien de fois. C'est Henri IV. Henri IV, hein. Et c'est lui qui dépêche ce magistrat pour des affaires privées et pour des affaires de pouvoir. Le Pays Basque, il est riche, il est indépendant. C'est une vieille province où il y a des espèces d'arbres bizarres, et voilà, on pourrait parler de la Bretagne aussi. Carrément. Donc il y a plein de choses, parce que j'ai envie de vous parler du recensement qui a été fait à l'époque pour savoir, mais qui est toujours contemporain, le recensement aujourd'hui de la ruralité, de savoir comment les gens, leurs mœurs, ce qu'ils mangent, ce qu'ils pensent, à quoi ils rêvent, etc., de savoir comment on dirige notre petit pays, en fait. Et ça, c'est important, les filles, justement. Ouais. Ça m'intéresse de savoir, parce que on ne sait pas faire offense de dire que souvent dans cette émission on est plus amené à avoir des séries policières que des séries historiques. C'est la télévision française qui le fait. Justement là on a une série historique avec de vrais enjeux sociétaux. Comment vous les avez pris, cette narration, cette histoire-là? Comment vous l'avez ressenti toutes les deux? Ça m'intéresse. Vas-y. Ah, vas-y, carrément, elle me lance. Allez, vas-y, lance.
En fait, le sujet qui ressort vraiment, à part les sorcières, c'est vraiment la lutte féministe, à mes yeux. Hein. Et dès le début, tu le sens très fort avec des personnages féminins très différents sur un féminisme qui porte différentes valeurs du féminisme, avec la mère qui est la médecin, enfin la soigneuse, qui est plus l'aide à la personne, si tu veux, dans un espèce de, pas de stéréotype, mais de catégorie. T'as la fille, j'ai toujours peur de spoiler, donc c'est pour ça que je fais très attention à ce que je dis. T'as la fille qui, elle, est plus une femme d'action, de pouvoir. Après, tu vois les relations qu'elle noue avec les autres femmes qui peuvent être courtisanes, mais qui, par la culture, te disent à un moment, il n'y a pas qu'une seule façon de combattre, on peut faire autrement. Donc, en fait, c'est une palette d'à peu près tout ce qu'on a actuellement, comme disait Bruno, dans le monde moderne. Tous les combats de femmes qu'il y a se retrouvent sur ces personnages très fortement caractérisés, parce que c'est une fiction. Et c'est ce sujet sociétal, je trouve, qui ressort vraiment le plus. Après, peut-être je suis un peu biaisée, du coup. Mais non, pas du tout. C'est exactement ça, le projet. Hein. C'est, dès l'origine, j'ai même offert ce bouquin à la réalisatrice sur le projet. On en parlait encore ce matin. C'est le féminicide. Donc c'est dans la grande histoire, le féminicide de cette époque-là. Il est quand même, il aurait tué il est de masse. 600 et 900 femmes. Mais pas que, il est parti aussi avec des moines, il est parti, donc il en a... Mais c'est ça, la première chose, c'est le féminicide. Et qu'est-ce que ça raconte, le féminicide ? C'est quoi le rapport de l'homme avec cette espèce de puissance féminine qui le dérange à tel point qu'il faut l'éliminer, en fait, parfois. Son étirage magique. Donc c'est, oui, par exemple, mouvant. Même. Oui, mouvant. Mouvant. Et c'est un petit spoil, là. Mais non, mais... C'est de ça dont il est question, c'est la question du pouvoir et de tout ce qui nous échappe, comment le contrôler. Et, pardon, vas-y. Et un point que moi j'ai trouvé très intéressant, qui est peu traité pour le coup de nos jours, c'est comment les femmes jugent les autres femmes, défendent les autres femmes, ou au contraire, parfois sont pires. Enfin, pire, j'exagère, mais... C'est très intéressant parce qu'effectivement, dans la figure de Madame de Léos, dans la figure... Effectivement, tout est... Pardonnez-moi. Effectivement, toutes les figures de femmes sont déclinées parce que y a effectivement comment les femmes brillantes qui étudient en cachette réussissent à jouer le jeu politique de la puissance masculine pour pouvoir survivre, et comment elles arrivent petit à petit à communiquer des idées neuves, des idées de liberté, mais en donnant les clés à leurs copines, à leurs collègues de attention, tu peux tout prendre, tu peux tout savoir, mais il faut que tu le gardes pour toi, parce que si tu l'ouvres, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Donc c'est extrêmement moderne, et c'est pas, comment dirais-je, et c'est pas du tout, là pour le coup, c'est pas une exagération de la fiction. Non. Des femmes modernes, y compris des pirates, des corsaires, ont existé. Tout à fait. Et puis on pense même aux États-Unis, il y en avait aussi, Calamity Jane par exemple. Bien évidemment, voilà. Il y a eu des figures comme ça éclairantes, mais qui ont été joliment masquées. Et y compris dans l'histoire du cinéma, puisque des femmes qui ont été à l'origine du cinéma et dont on a oublié. C'est une femme à l'origine, y compris à l'origine de la commercialisation du cinéma, des studios américains. C'est une femme. Exactement. Dans un milieu d'hommes où il a fallu se faire sa place et où elle a été. C'est elle qui a tout inventé. Elle a été complètement effacée. Moi, je suis très sensible à la notion de la sorcière qu'on a un peu redécouvert avec les scènes Mona Chollet que j'avais adoré et que j'en profite pour recommander. Un livre qui a fait date dans les dernières années. Qui est absolument merveilleux. Et ce que j'aime bien avec cette série, c'est que le concept même de la sorcière peut être un peu diabolisé, et justement on comprend qu'une sorcière c'est une guérisseuse, et je trouve que du coup le propos de la série c'est pas justement dans parfois ces guerres féministes de vouloir se mettre au-dessus, au contraire il y a une bienveillance en fait, et on a accès à la fois à la puissance féminine mais à la fois à sa grande bienveillance et à son désir de faire société avec les hommes, et du coup je trouve pas qu'il y a quelque chose de politique fatigant. Je trouve que c'est voir le plus beau côté de la puissance de la femme, justement. Et donc j'ai trouvé ça très... On explique même le secret du ballet.
de la sorcière. Ouais, il est donné dans la série, effectivement. On le mentionne à un moment donné. T'as dû passer à côté de l'explication, mais c'est vrai qu'on en parle. Effectivement, tout est glissé ici et là dans la série. Et effectivement, la série est toujours sur une ligne de crête, c'est-à-dire que on pourrait penser qu'elles sont vraiment sorcières par moment. Mais c'est pas vindicatif. C'est pas vindicatif. C'est ça que j'aime. Vous allez voir. Si je peux rajouter sur là où on pense qu'elles sont vraiment sorcières, c'est parce qu'en fait, ça fait le pont avec un autre sujet de société, qui est l'écologie. Ouais. Et c'est la terre-mère, quoi. Merci. Voilà. Et c'est quand elle lui dit, alors je ne spoil pas du tout là pour le coup, mais quand elle lui dit apprends à écouter la terre. Alors oui, c'est imagé, les abeilles et tout ça, mais... Ça, c'est joli d'ailleurs, cette figure de la déesse basse qui s'appelle Marie, M-A-R-I. Et qui fait référence à Gaïa. L'abeille, c'est ce qui permet à la terre de vivre. Donc ça te montre aussi que si on fait ce retour actuellement aux sources, à la nature, au vrai, on arrivera à tous se reconnecter. Donc en fait, ils ont quand même traité deux sujets. Mais qui vont vraiment ensemble. Et qui vont ensemble. Qui est l'écoféminisme. Et qui sont intrinsèquement liés. La mère nature. Voilà, exactement. Et c'est ça que je trouve brillant dans l'écriture, moi. Si tu permets, c'est ça. Bien sûr, évidemment. C'est ça que je trouve brillant dans l'écriture, c'est que y compris, effectivement, on aurait pu partir s'amuser à faire quelque chose de l'ordre du fantastique, de la magie, etc., et jouer sur cette chose de la sorcière. Et là, ce qui est très habile, c'est qu'en fait, on est toujours du point de vue de l'autre. Et donc, en fait, qui croit à quoi? Et donc, c'est ce à quoi je crois qui rend les choses magiques. À quoi que tu crois, l'autre dit toujours, mais c'est complètement con, un barbu dans les étoiles ou sur une planète, enfin, bref. Et pour l'histoire de la nature, est-ce que tu crois que le thym, ça va guérir ta gorge? C'est de ça dont il est question. C'est sur la foi. C'est qui croit. Et donc, c'est aussi un thème de la liberté. Mais je crois que parce qu'elle a cité le Mona Chollet, je pense que ça n'aurait pas été possible. De même que depuis MeToo, on peut pas se permettre de raconter de la même façon les liens entre les hommes et les femmes, le rapport aux agressions sexuelles dans la fiction. Je pense pas qu'on puisse traiter l'essai de la sorcière de la même manière depuis qu'il y a eu ce livre, parce qu'évidemment, il a replacé la dimension dans une lutte plus générale, et que je pense pas qu'on aurait pu le raconter juste comme du fantastique. D'ailleurs, les autrices nous l'avaient raconté à la conférence de presse. Elles nous avaient dit, si on l'avait écrit il y a 10 ans, l'histoire aurait été évidemment sincèrement différente, mais depuis MeToo, finalement, tout a été rebalancé, les cartes ont été redistribuées. Oui, et puis on est tous devenus de plus en plus informés, donc et c'est toute la question de la série aussi, hein, c'est une revisitation d'un mythe, et donc tout d'un coup, en démystifiant les sorcières, mais en disant exactement pourquoi, quels étaient leurs pouvoirs, ben, c'est pas du pouvoir à la Marvel, c'est du réel pouvoir. Et ça veut dire que, messieurs, mesdames qui regardez ça, vous pouvez tous prendre ce pouvoir. Donc les femmes, vous pouvez prendre ce pouvoir. Vous pouvez apprendre les plantes et les champignons, etc. Et vous pouvez aussi voler avec un balai. Enfin, voilà, c'est encore une fois, c'est tout en filigrane comme ça, reparler de pouvoir, de ce à quoi je crois. C'est pour ça que la fiction, c'est fantastique. Et pourtant, par la petite fable, tu dis... Tu racontes plein de choses différentes. Mais bien sûr. Pourtant, en peu d'épisodes, il n'y en a que 6, on le rappelle. Mais vous allez voir que pourtant, la première fois que Delancre est confronté, évidemment, à ces femmes, il pourrait penser, évidemment, que c'est... Et d'ailleurs, il ne prend que ce qui lui fait conforté dans ses certitudes, mais la première rencontre avec ces femmes, vous allez voir un extrait du premier épisode, il pourrait très bien être confronté et conforté dans sa pensée par ce face-à-face avec cette femme qui vient se livrer et qui vient sauver sa fille du bûcher. C'est une séquence très forte du premier épisode, regardez. Que souhaitez-vous faire avant votre départ? Une partie de chasse. Ça vous plairait? Je ne pars plus. Vos terres sont terrassées par le diable. Il y a des sorcières à tous les coins de rue. Je ne sais pas où t'as mis les pieds, petit homme. Mon peuple n'est pas un animal qu'on peut dompter. Il va sortir, c'est gros. La lune rouge. Oui,
Cette séquence est vraiment très forte à la fin du premier. Je salue aussi le travail incroyable qui a été fait sur la bande originale, parce que la musique est d'une modernité et en même temps elle est d'une densité, enfin ça fout les frissons. Moi qui ai eu l'occasion d'écouter l'ensemble de la BO, elle est incroyable. Il y a une BO qui est très très riche avec des musiques Absolument. très modernes. Mais cette séquence-là, elle est... Cette séquence qui n'est pas écrite, là, pour le coup, c'est ça aussi le talent. C'est pas de la flagornerie. On a un vrai metteur en scène. Ouais. C'est-à-dire parce que ça, c'est vraiment de l'écriture de fiction. C'est-à-dire que tout ça sont des images et des séquences qui ont été tournées dans un ordre et qui sont totalement réécrites. Donc ça, c'est vraiment de la mise en scène. Et ça, je peux vous garantir qu'entre le script, qui est déjà merveilleux, et l'écriture de la fiction, il y a une vraie différence. C'est étonnant. Moi, j'ai adoré le travail de Magali Richard-Serrano. Elle a fait un travail formidable. C'est une vraie série de femmes. Pour le coup, les autrices comme Et un vrai metteur en scène. Très beau. Et même les costumes et les décors, moi, La Reine Margot, c'est un de mes films préférés sur Terre de Patrice Chéreau. Et ça, en fait, ça se voit cette patte qu'il a exceptionnelle. Tu peux pas imaginer à quel point c'est juste, puisque tout notre DA et notre costumier, entre autres, Eric, c'est le costumier de la... C'est ce que, ouais. De la Reine de Chéreau. Et c'est le château aussi. Vous avez tourné dans un château de la Reine Margot. Cazeneuve de la Reine Margot, Mais je trouve donc qu'il y a on était dans les murs. Il y a une vraie ambiance La Reine Margot et c'est un grand compliment dans ma bouche. Enfin, on est quasiment à l'époque. Ouais. Donc, voilà. On est synchrone. Pour revenir à De l'encre. Sur un territoire de 30 000 ans d'âge. Ouais. Protégé par nature. Qu'on ne connaît pas en plus. 30 000 ans connaît d'âge. pas. C'était inouï de se promener autour du château. Et il est fascinant. J'ai fait que ça, moi. Et hormis le château qui évidemment en rappelle bien d'autres, tu le disais, c'est vrai que tout le territoire a quelque chose de très paradoxalement, alors qu'on est sur le territoire français, a quelque chose de très exotique. Ça pourrait être cette grotte un à un moment pétri d'aventure et de créatures. Ouais, enfin les images, le Pays Basque a été magnifiquement bien. Mais c'est un pays magnifique. C'est un pays magnifique. Ouais, moi, c'est une découverte. Ça fait plusieurs fois que j'y vais maintenant pour travailler. Et c'est un territoire qui est protégé par les Basques. C'est-à-dire qu'il est magnifié en permanence. Il n'y a pas un endroit de campagne qui est moche. C'est-à-dire qu'ils sont aux petits soins de leur territoire. C'est impressionnant. Un mot avant qu'on enchaîne sur d'autres parties, mais un mot sur la création de ce personnage de Delancre, qui on le disait tout à l'heure, et on le sent pétri de plein de références. Alors je disais Frollo, moi je disais il y a même un peu de côté de ce personnage de Dark Vador dans les personnages de Star Wars. Enfin voilà, il y a un peu tous ces... Et tu me disais que tu avais un peu pensé à ces personnages de grands méchants pour construire... Ton de l'encre finalement, parce que c'est Ton de l'encre, on ne sait pas s'il était vraiment spécifiquement comme ça, mais il y a un peu de Christopher Lee aussi par moment avec le médecin, enfin voilà. Ou les méchants de Walt Disney avec leur élégance, j'ai vu que vous aviez cité ça à un moment, je trouve que c'était très Mais juste. oui, mais c'est pas conscient, c'est simplement que j'avais une gageure, c'est que d'abord le plaisir de faire un méchant, mais c'est surtout qu'il était tellement fort que ma vraie réflexion au départ, c'était comment je vais faire en sorte que ce type, comment va-t-on accepter la relation qu'il a avec Morgy. Ouais. Et donc, soit j'en faisais une horreur absolue, et donc du coup, forcément, tu divises complètement, soit tu le rends acceptable, et là, je voulais travailler sur la figure de l'intègre. Comment on aime Dark Vador ? Parce que c'est le méchant, c'est l'archétype. Il est masqué avec un truc noir, il a une cape noire. C'est vraiment, c'est les archétypes de Walt Disney. Je parlais des figures de Walt Disney, de DreamWorks, etc. C'est que le méchant est toujours élégant, il est toujours raffiné, il est toujours esthète, voire précieux. Et donc c'est comme ça que tous les enfants, moi j'ai encore 2 garçons qui ont 5 et 8 ans bientôt, eux ils veulent jouer les méchants. C'est les méchants qui sont les plus séduisants. Parce que c'est l'absolu, en fait. Parce que c'est le pouvoir et que c'est justement, il y a quelque chose d'interdit. Ouais. Et puis, il est surarmé, il est surpuissant. Et puis, tout le monde veut lutter contre. Mais a priori, avant qu'il soit combattu, c'est lui le plus fort. Ouais. C'est le méchant. Et donc, comment tu le rends acceptable pour des adultes, là, pour le coup j'ai travaillé sur la figure de l'intègre, de l'intégrité et de l'intégriste. L'intégriste, c'est ça mon travail. Je me suis dit, alors, c'est quoi un intégriste ? Ces espèces de prosélytes fous qui assassinent et qui espèrent se retrouver avec 50 000 vierges. C'est le versant négatif de l'intègre, en fait. Mais c'est ça, c'est l'intègre, c'est le sincère. Donc votre travail, qui est intègre et qui est sincère et qui est juste et qui croit. C'est un fou qui croit fondamentalement à ce qu'il défend. Qui fait le bien. Et donc, qui fait le bien. D'où le mot fondamentaliste. Fondamentaliste, intégriste, qu'est-ce que ça veut dire, hein, c'est touléiste. Et donc, c'est ça sur quoi j'ai travaillé. Et forcément,
il y a tout un tas de figures qui viennent te percuter quand tu es en travail. Et donc, tu as les grands méchants, tu as Dark Vador, tu parlais de... Frollo, voilà, des Misérables. Du Grand Notre-Dame de Paris. De Notre-Dame de Paris, mais il y a aussi dans Les Misérables. Javert. Exactement. Non, Javert. Oui, Javert, Les Misérables. Non, je pensais aussi à... Bref. Mais physiquement, il y a quelque chose de Frollo même dans le dessin animé de Disney, pour le coup, de ta version que tu en as fait, avec ses traits, cette coiffe. Alors, le travail sur la coiffure, les costumes, etc. Moi, j'ai aussi pensé à tous ces gens qui organisent, donc à toutes les figures qu'on a de commodes, par exemple, grecques, antiques. Et donc, cette espèce de choses extrêmement masculines, pour le coup, pour s'opposer à toutes les figures féminines qu'il y avait, extrêmement racées. De commodes, il m'échappe maintenant le fils de César Brutus, bien sûr. toutes ces figures et presque de César, quoi. Donc cette espèce d'ambition, de puissance contrôlée, comme ça, une virilité extrêmement très contrôlée, construite. extrêmement timorée même. Ouais. Et après tout c'est percuté, puis après il y a l'écriture. Et vous étiez très investi dans le costume, non? J'ai cru comprendre, ouais. Investis tous, on était tous investis, on a été convoqués. Encore une fois, je parlais de la mise en scène, mais je peux parler de la production. Je trouve que l'argent a été mis au bon endroit. Ouais. C'est-à-dire qu'on a tous été convoqués pour des essais caméra. On a tous été convoqués sur des essais costumes avec une vraie possibilité de s'interroger, puisque en fait, on avait des figures historiques, réelles, mais finalement, le seul personnage historique, c'est de l'encre. Après, il y a on a pris des... Bref, et tous les autres personnages sont plus ou moins inventé. On parlait de la figure de Frankenstein. Moi, je pense aussi au nom de la rose. Voilà, par exemple, au nom de la rose. La relation que j'ai avec Tom Hudson, l'acteur qui joue Cariel, le docteur. C'est une connerie avec Christian Slater. Avec Slater. C'est-à-dire qu'on voulait créer comme ça une espèce de fascination. Donc, du coup, de les rendre sympathiques, c'est-à-dire une fascination pour... On est à la Renaissance, donc l'exploration des corps. On parlait des utérus tout à l'heure, que cette espèce de magie de la biologie, comment ça circule à l'intérieur, comment ça se fait que le sang circule, est-ce que les organes sont vivants, est-ce qu'ils se promènent, donc toute cette fascination, et c'est tout ça qu'on a mélangé aussi au-delà de l'écriture. Nous, on a apporté toute cette magie qu'on pouvait avoir sur cette liberté dans le personnage historique, sur comment on allait faire à la fois notre Frankenstein dans Dark Vador, l'exploration des corps, l'exploration de la magie, l'histoire du loup. Il y a je pense au pacte des loups. Quand on fait la bête de Gévaudan et quand on fait tous les Dracula, il est question de magique. Mais au départ, on parle des loups, on parle Et c'est ce qui crée la sincérité, du coup. C'est ce qui crée la... Ouais. De l'émerveillement, presque. Et puis voilà, ça parle à tout le monde. Ouais. La peur du loup, c'est la peur du loup. C'est de ça dont il est question dans la série aussi. Ouais, tout à fait. Et vous verrez, il y a une histoire en filigrane sur des agressions de soldats que vous découvrirez et que vous apprendrez à découvrir le sens de cette question-là. La suite, c'est évidemment lundi prochain. Dans un instant, on va avoir notre deuxième invité, Coralie Revel, qui va nous rejoindre. On va faire réagir aussi, Bruno a des photos, mais je voudrais le dire quand même, parce que pour l'instant, on l'a pas dit, mais je trouve que ça va être un des très grands rôles que tu auras joué, parce que... moi, je t'ai trouvé absolument remarquable dans le rôle du juge de l'encre dans cette série. Et voilà, c'est très gentil, mais je voulais vraiment faire une espèce de trait d'union. On va parler de théâtre, là, justement. Donc, je voulais vraiment faire un trait d'union entre ce que j'avais découvert, en fait, de la fiction et du cadre de la fiction depuis 15 ans, et puis de là où je viens, c'est-à-dire le théâtre et les grandes figures. Ouais. Et je voulais tenter de rendre hommage à tous ces gigantesques acteurs qui laissent, pour Michel Bouquet, Javert, pour Hopkins, Hannibal. Enfin, tous ces... Et je ne vais pas parler des plus anciens qui sont mes références, mais tu vois, même quand je pense aux Enfants du Paradis, où il y a du magique dans les Enfants du Paradis, quand on pense au grand-père Brasseur, il ne joue pas un méchant, mais qui ne se souvient pas de... Évidemment. Madame, Évidemment. Vous êtes perdue. Tous ces gens qui s'aiment d'un si grand amour, enfin... Ces grandes figures. Pas non, vous avez souri. Et vos fils l'ont vu? Ils sont pas trop terrifiés? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mes fils n'ont vu encore rien de ce que ils verront ça plus tard. Que je serais mort. Bah tiens, justement, qu'est-ce que papa a fait? Dans un instant, je vous l'ai dit, notre invité Coralie Revel va nous rejoindre, mais c'est la tradition depuis l'année dernière. On fait réagir nos invités à des photos qui concernent leur parcours ou leur rencontre. Une première photo qui va apparaître dans nos écrans, cher Bruno. Est-ce que tu te souviens de ce rôle?
Ça Ah, remonte. c'était vachement bien. C'était un de mes premiers. C'était Marion Mazzano Marion Mazzano. avec Estelle Vincent Super série. qui jouait une Sublime actrice. médecin de prison et qui était c'est une des premières fois Qui que- jouait. Non, c'était un couple de flics. Oui, et exactement, dans une c'est toute vrai. première intervention, elle a failli mourir. Elle a failli mourir, c'est ça. Et donc, elle s'interroge sur elle-même. C'est drôle de parler de ça maintenant parce que c'est comme si elle avait vécu une espèce de confinement dans sa chambre d'hôpital. Et donc, ça l'a totalement remise en question et elle change de braquet. C'est-à-dire qu'elle va en prison faire de la réinsertion sociale Exactement. alors que son mec mari continue d'être continue à- flic. Ouais, donc Et c'était un rôle formidable. c'est une franchement. histoire de couple, en Tous fait. les deux, vous étiez formidables. Et Estelle, que j'avais eu l'occasion de rencontrer à l'époque, était une très belle découverte. Malheureusement, la série n'a pas eu le succès escompté, mais c'était une belle proposition. Je crois que c'était il y a à peu près une quinzaine d'années. Elle a été sur France primée 2. en plus. Cette Elle a été série, primée, donc, oui, bien sûr. c'est pas une question de succès, c'est encore une histoire de timing, Ouais, de exactement, parce qu'un sujet comme ça sur l'incarcération et sur Aujourd'hui, tous les ça- personnages qui sont convoqués dans la prison, c'était ça, hein, c'était encore compliqué au public de recevoir ces choses-là. Ça date de- Aujourd'hui, avec le Ça passerait très bien. Ouais, ça C'était à capte, l'époque bien où la série France, la fiction française était en plein renouvellement. On était au milieu des années 2000, presque vers 2010, je crois Ouais. que c'est 2007-2008. C'est Et 2000. c'était encore l'époque, ouais, c'est ça, 2008. L'époque où la série française était en vrai renouvellement. C'était le début. Ouais. Et il fallait encore mettre d'autres Ouais, pierres à l'édifice pour que ça passe. Deuxième photo qu'on va voir apparaître. Alors, on parlait de la série d'époque. Ouais. On en a parlé déjà ensemble. 1788 et demi. On est en Qu'est-ce que 2009. j'ai aimé ça. Les prémices de la Révolution française, mais façon un Façon peu Marie- Fellini presque. Ouais. Ennemi. Marie-Antoinette ou de Coppola, un peu. Il y a un peu de ça, avec le premier rôle de Lou Delage aussi dans cette série, Absolument. avec Sam Kerman aussi, Ça. Natasha Lindinger. Il y avait- Et une distribution de malades. Ouais. Julie Voisin, enfin Franchement, voilà. il y avait- Et l'excellente Camille Clarisse que moi j'aime beaucoup. Moi aussi. tu Voilà. sais. Bah oui, je sais. Donc et c'était si génial cette série. C'était encore un vrai pari, et c'est pour ça, hein, pareil, un prix de fiction aussi, enfin, ça cartonnait, mais on est à la limite d'une écriture sublime, hein, remarquable, sur la tentative de croiser les genres, parce qu'on avait on avait quasiment une BO qui était extraordinaire Ah, aussi, c'était génial. qui était pas très loin de Queen. Ouais. De Freddie Mercury, enfin, Et vous c'était étiez à rock. chanter et danser. On était entre le baron de Munchausen, les Monty Python et la saga historique française. Et les Français Ils aiment pas trop quand on touche à leur. Oui, il faut les anachronismes, c'est bourré d'anachronismes, on mélange tout. Il y a Berthelot, il joue avec Natacha Lénager. On parle de la cabale. Il y a un rabbin qui est l'amant de Natacha dans un couvent. Enfin, on Et d'ailleurs, le mélange. personnage de Camille Clarisse est un peu comme celui de Lizzie Brocheret. Il y a quelque chose comme ça Il y a dans une la façon tentative de mettre dans les trois filles du conte exactement mêmes toutes choses les qu'il y avait thématiques là-bas. qui C'est sont pour ça que j'ai déjà voulu citer évoquées. cette série parce que ça m'y a fait penser évidemment. Il faut la regarder, hein, parce Elle est que les géniale. gens qui la découvrent aujourd'hui, je sais pas comment on fait d'ailleurs pour la Elle est découvrir. dispo où? Parce que moi, je l'ai jamais Je sais pas si vue. elle est- Moi, C'est j'ai c'est encore les génial. DVD J'ai encore les DVD presse, je pourrais peut-être vous les prêter. Ah. Encore une fois, tu vois, si ça sort aujourd'hui, C'est un carton. comme les combattantes, comme Ouais, tout à ça fait. un carton. Ça fait un carton. Parce qu'en plus, c'est drôle. Troisième photo, Ah, le King. le King. Grand respect Alors pour pourquoi monsieur. je cite Monsieur Cantona? C'est parce que tu as eu la tâche de reprendre Le Voyageur. Non, Qu'est-ce parce qu'il est que beau, c'est putain, la qu'est-ce qu'il est beau. meilleure reprise de personnage de l'histoire. Oui, on est d'accord. Mais quand même. Parce que j'ai eu sa bénédiction. Ça m'émeut beaucoup de le voir. Et là, il va être à l'affiche de deux séries pour M6, dont une présentée à La Rochelle qui s'appelle Brigade Anonyme, réalisée par Julien Seri, dans lequel il va jouer le rôle d'un papa qui décide d'enquêter sur la disparition d'enfants pour se substituer à la police qui n'avance pas assez vite à son goût. C'est un formidable comédien. Moi, chaque fois je le vois dans Tu as vu le destin de ce mec? Mais c'est incroyable. Et tous les rôles qu'il choisit sont dingues. Dans Le Colosse au pied d'argile cette année sur TF1, il était remarquable. Donc voilà, Le Voyageur, tu continues? Oui, je continue tant qu'on défend le même Même personnage. l'ADN de ouais. la figure en fait. Parce que Le Voyageur, c'est une parabole. Moi, j'adorerais par exemple qu'une fille, Bien sûr. tu vois, C'est que intéressant, ouais. devienne le voyageur. C'est-à-dire que c'est un symbole. C'est pour ça que j'ai attrapé la série. J'ai trouvé qu'après le confinement, c'était quasiment le concept idéal pour le service public. Ça continuait le débat. Tout d'un coup, quelqu'un en pleine remise en question qui allait embrasser
une nouvelle façon de vivre, se réinterroger sur l'argent, qui vendait tout et qui repartait à zéro pour aller au contact des gens, parce qu'il y a la série policière. Ouais, bien sûr. Mais c'est de ça dont il est question. C'est les dégâts collatéraux, que ce soit en médecine, en police, en machin. C'est comment tu vas essayer de réparer les vivants, comment tu vas... qui je suis et qui sont les autres. C'est ça, c'est un concept. Et donc tout d'un coup, faire de la fiction avec ça, c'est génial. Et c'est sur France 3. Et c'est sur France C'est 3, sur c'est à chaque Et fois... c'est un gros carton. Hein. C'est à chaque très fois, oui, ça très cartonne bon. parce que c'est quasiment le concept idéal. Chaque fois, c'est une région différente. Mhm. Chaque fois, j'ai beaucoup résisté aussi. Il n'y a pas de récurrence. Ouais. C'est-à-dire que tous les personnages sont réinventés sur chaque film. Et ils appartiennent à une région. Donc ça veut dire chaque fois des nouveaux acteurs. Il n'y a pas toute cette dont on a beaucoup parlé, cette machine d'écriture qui fait que on est obligé de continuer pour fidéliser le spectateur et fidéliser les personnages, continuer à réécrire entre machin. Alors Ça je rend t'aime, paresseux, plus, je ouais. t'aime, machin. Ah, quels sont les liens? Non, chaque fois, c'est une liberté inouïe de recréer un univers. Donc on voyage dans les régions. On découvre un paysage, on découvre des personnages et des acteurs sans arrêt renouvelés. Et lui, c'est un concept. C'est comme Mimimati. Oui, non, mais tout à C'est un fait. concept, c'est-à-dire que c'est à C'est chaque le- fois Mimimati, c'est. Enfin, je Non, mais préfère c'est- le voyageur quand même. Oui, moi aussi. on n'est pas très loin du Capra, c'est-à-dire tu vois, de l'idée du Capra, d'un ange qui tombe et qui règle Vous êtes l'histoire. vachement sympa avec Joséphine quand même, hein, monsieur Ouais. Debrandt. Je vous Ouais, aime mais je suis beaucoup. très- J'aime le Vraiment concept, mais c'est pas pour Vous rien. rendez ça Ça fait combien hautement d'années poétique. Ça Combien fait 25 d'années ans que ça que- existe. vrai. C'est Ça pas fait pour 25 rien. ans que ça C'est existe. parce que c'est une fable qui est extrêmement bien pensée. On refera une émission sur le voyageur, on l'avait pas encore fait, on le refera quand ça reviendra sur France 3. Plaisir. Dernière photo avant qu'on passe à la suite, parce qu'on a encore notre invité et que je voulais qu'on la mentionne. Ah oui, Kim. Kim Higelin. Consentement. Grande, Et belle que qui était ta partenaire de jeu dans Plan B. Ouais. Et là, Fille. qui était ta fille aux côtés de Julie de Bonnat. Mm. Et qui là, alors c'est un petit teasing parce que le film sort au mois d'octobre. Elle va être dans Le le consentement. consentement. Là, c'est la photo du consentement où elle joue Vanessa Springora face à Jean-Paul Rouve. Moi, j'ai eu la chance de voir le film il y a quelques jours. Je pense que je l'ai appelé après. Je lui ai dit, je pense qu'il faudrait préparer ta robe pour les Césars. Il y a quelque chose qui peut se jouer, à mon avis, parce que c'est. Mais le film est costaud quand même. Les images sont très fortes et Moi, j'ai lu le livre. et donc, c'est incroyable. C'est incroyable parce que c'est pas du tout. Non, mais c'est une jeune femme étonnante, Étonnante. inouïe. Mm. Pour l'instant, elle n'est pas attrapable. Donc, si le cinéma sert à quelque chose, C'est à la- il sert à faire découvrir des pépites comme ça. Ouais. C'est un petit diamant, on l'avait vu quand on avait fait l'émission sur Plan B, et on va essayer de faire une émission sur le consentement, même si c'est pas une série, mais je voulais vraiment qu'on puisse continuer à la suivre. Donc on va voir dans les prochaines semaines pour faire une émission sur ce film. On va continuer cette émission, évidemment. Je vais vous montrer, on rentre dans la dernière partie de cette émission, je vais vous montrer une affiche d'un court-métrage qui va apparaître, on va essayer de le voir, voilà. HDJ, c'est un court-métrage, donc, porté par notre invité qu'on va recevoir et qui nous rejoint en studio maintenant. Ce court-métrage que j'ai donc eu la chance de voir pour la première fois lorsqu'il a été présenté, c'était au Mac Mahon au mois de juin dernier. Première projection donc de HDJ. Coralie Revel qui est avec nous et que j'avais envie qu'on puisse recevoir. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Comment ça va bien? Bonsoir. Ça va bien. Oui, on fait comme si on était le soir. Comment ça va? Mais bien. Ça fait quoi de venir présenter son bébé, j'ai envie de dire, parce que c'est le premier court-métrage en tant que réalisatrice, je crois, c'est ça? Oui, c'est le deuxième, très Deuxième, exactement, carrément. mais le premier, je l'avais pas assumé, je l'avais pas exposé, je n'avais pas présenté mon travail. D'où il vient celui-là, ce projet-là? Je le disais tout à l'heure, comment le théâtre soigne les âmes et les mots MAUX des gens, finalement. C'est ça qui est fort dans ce film. Alors, d'où il vient en fait d'un long métrage qu'on a écrit avec Benjamin Baroche, qui s'appelle La Reine de Sparte, où en fait le personnage central se retrouve dans un environnement qu'elle ne connaît pas du tout. Elle est comédienne, elle galère, et elle se retrouve à devoir faire son travail d'intérêt général dans un HDJ, dans un hôpital de jour psychiatrique. Ouais. Voilà, donc elle se retrouve avec tout un tas de personnes un petit peu décalées, différentes, voilà. Et il faut qu'elle les aide, quoi. Enfin, en tout cas, déjà, il faut qu'elle fasse sa mission, quoi, sa mission qui lui est imposée par la loi. Évidemment. Car elle a transgressé la loi. Ça, c'est le long métrage. Et du coup, d'où c'est venu par rapport à... Parce que c'est peut-être ça que tu allais mais l'enchaînement. Voilà, l'enchaînement. C'est que, en fait, ce film a été tourné en 2 journées de tournage uniquement suite à ma rencontre avec des comédiens dans un stage.
Voilà, génial. donc en fait, c'est la cohésion et la connexion humaine et artistique, l'harmonie qui a en fait généré une envie de faire quelque chose ensemble. Donc, quand je les ai laissés, en fait, le dernier jour de stage, je suis rentrée à 1h du matin, on avait fait une petite fête, c'était encore le confinement. Hein. Ouais, c'était le confinement, ce que j'allais dire. Ouais, Tu vois. donc on avait On en tous reparle. faim, quoi, ouais. Et du coup, j'étais en train de me laver les dents, et je me disais, mais qu'est-ce que je peux leur proposer, ça et tout. Et bim, tout à coup, je pense à la situation dans La Reine de Sparte, où Constance Clausel débarque dans la HDJ. Je me dis, mais putain, mais c'est ça, quoi. Les patients, les soignants, et leur rencontre, et donc je leur ai proposé, par visio, on a fait une 20aine de visios. C'est bien la visio pour ça. Ouais, c'est ça. Et j'ai écrit des personnages, j'ai fait du sur-mesure pour eux. Et après, Jean-Christophe Gonon m'a rejoint Qu'on voit évidemment, ouais. Voilà, m'a rejoint dans la co-réalisation et dans la co-écriture. C'est un également. vrai personnage, hein, je vais vous le dire pour l'avoir rencontré. Tu le connais? Non, je suis en train de penser, ça fait réfléchir, je sais pas ce que vous en pensez les filles, mais ça fait vraiment réfléchir, hein, tu vois, regarde Nicolas Philibert qui fait du cinéma sur les mondes parallèles, Ouais. ce bateau qui mais voilà, c'est pas un hôpital de jour, c'est un hôpital de Ouais. jour flottant. Voilà, on parlait du voyageur, réparer les vivants, enfin, tu vois, le court-métrage, les documentaires, enfin, on parlait juste après le confinement du nouveau monde, ça va être quoi le de monde se de demain. réinventer. Ah oui, oui. Et donc, bien. c'est fou Ouais. comme la société artistique, mais aussi la peinture, picture, enfin, tout le monde politique, on est en train de réfléchir. J'ai vu encore un papier là ce matin dans le journal où on parlait dès qu'on aurait passé 55 ou 60 ans, il y avait 75% des gens qui allaient déclarer des troubles mentaux. On est en plein dedans en ce moment. C'est-à-dire que, et sur la fiction, ce qui est génial, c'est que c'est pas seulement parler des fous, c'est que on parle de la créativité. C'est quoi être fou? Donc on se réinterroge sur c'est quoi être fou? Est-ce qu'on est l'éloge de la folie, Mais c'est un est-ce qu'on n'est pas tous fous, mais tu qu'on peux pas savoir. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on voit dans le film. Mais bien C'est sûr. ce que je t'ai dit à la fin. C'est quand quoi je- être C'est ça. décalé? C'est les plus décalés, c'est pas les C'est patients plutôt qu'on voit bon dans ton signe, film. ouais. Mais les plus décalés, c'est pas les patients qu'on voit, c'est quasiment les médecins qui les encadrent. Eh ben ouais. À un moment donné, on se demande même si y a pas une espèce de Ouais. twist qui va arriver à un moment donné, quoi. Et c'est extrêmement contemporain et c'est absolument nécessaire et c'est génial. Les chiffres sur la jeunesse concernant la maladie mentale sont difficiles, Édifiant, ouais. sont Ouais. difficiles à entendre. C'est-à-dire qu'on se dit waouh. Et c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce décalage décalage, de cette poétique-là, Ouais. de cette folie, de ces colères. Ouais. Bah, la comédienne en fait quelque chose. De la colère, de l'hystérie, qu'est-ce qu'on en fait? Et la réalisatrice en fait quelque chose aussi. Parce qu'il faut conjuguer les deux. C'est pas évident de se mettre en scène, de mettre en scène les autres et de se mettre en scène soi-même. Ça s'appelle la schizophrénie. Ça s'appelle nous, quoi, artistes. Notre métier. Ouais. Tiens d'ailleurs, tourne la tête vers l'écran qui est là. Doublement de personnalité. Et regarde, on a un petit message pour toi justement. Petit message pour la réalisatrice Coralie Revel et grand éloge pour son travail parce que j'ai été vraiment saisi par la maîtrise de sa mise en scène et en fait le fait de jouer et de diriger en même temps, c'est une chose à mon avis qui est très très compliquée, que moi j'ai jamais expérimenté, que j'aimerais bien faire peut-être dans les années qui viennent. Elle l'a fait sur ce court-métrage là. Je sais qu'il n'y a pas eu énormément de jours de tournage, qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs et je suis vraiment surpris et impressionné par vraiment la maîtrise dont elle a fait preuve pour tout diriger, se diriger elle-même et mettre en scène ses camarades. Et puis il y a cette petite chose en plus qui passe dans ce film, je trouve, qui fait que ça nous touche et qu'il y a cette petite chose en plus, c'est qu'il y a le cœur. Il y a une chose qui vient nous attraper quelque part, qu'elle pourrait raconter n'importe quoi, on pourrait être dans un champ, accueillir des pâquerettes, ce serait pareil. Il y a cette chose en plus qui vient du cœur et qu'elle a mise au service de cette HDJ là, avec ces gens formidables et ces acteurs qui sont autour d'elle formidables. Voilà, donc l'actrice Coralie Revel, je connaissais, j'adore. La réalisatrice, il y a vraiment du potentiel. Faut continuer. Bravo. C'était notre petit cadeau qu'on voulait faire pour aujourd'hui, évidemment, parce que il était à l'origine de ce projet-là, et après,
laisser s'envoler pour le mener. C'est notre ferveur, notre feu pour Sénèque en fait, pour la traduction de Florence Dupont qui nous a porté en fait avec Benjamin. On a travaillé il y a quelques années déjà avec Léna Bréban, avec David Gouillet, Laetitia Vito. On a travaillé sur cette pièce Agamemnon en fait que Benjamin voulait mettre en scène, et on le fera, enfin je veux dire voilà, mais du coup c'est intéressant dans la vie, moi j'ai envie de parler de ça, le processus en fait, c'est un peu ce que tu dis Bruno, c'est-à-dire comment finalement on arrive à faire les choses, et oui c'est vrai que c'était pendant le confinement tout ça, et que voilà, moi il fallait que je m'exprime, quoi. Tu vois, je veux dire, c'était pas possible autrement, quoi. Donc, la première occasion qui a été finalement la bonne, avec ces comédiens tous magnifiques, je les cite tous là, mais ils se reconnaîtront. Les M21, on s'est baptisé comme ça après. C'est merveilleux de pouvoir, en fait, finalement, connecter ce désir de s'exprimer avec une rencontre. Enfin, c'est ça la vie, quoi. Et puis comment tout ça s'est enchaîné. Finalement, si on n'avait pas travaillé avec Benjamin, c'est pour aller dans ton sens, tu vois, sur Sénèque, bon, et Sénèque, ça fait 15 ans avec Benjamin Sénèque que c'est là, quoi. Agamemnon, Clytemnestre, tous ces personnages comme ça, c'est, voilà. Donc, Et de tout ça, de ces 15 ans, de ce confinement et de cette volonté de transmettre quelque chose, vient ce film qui dure 21 minutes, je crois. 21 minutes. Où est-ce qu'on peut le voir? Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que nous, on est très frustrés. Oui, mais oui, Où est-ce qu'on bien va le sûr, voir? merci de poser la question. Alors, vous êtes invité au Mac Mahon, jeudi 5 octobre, à 20h. Et ben voilà. On sera là. On va mettre les noter après. 5 octobre au Mac Mahon. Parisien ne sait pas forcément C'est au qui est le cinéma Mac sur les Mahon. champs. Le Mac Mahon, le cinéma, Près des Champs-Élysées. le cinéma historique, voilà. Très avec belle salle. Oui, très belle salle, et puis avec beaucoup de, de rétrospectives, notamment américaines, la plus française depuis le confinement justement. Et voilà. Allez le voir. Bruno Vincent, directeur du cinéma, et qui invite régulièrement des personnes, voilà. Et le Mac Mahon, c'est vraiment une salle qui dégage quelque chose. Donc, moi, je la connais, moi. Ouais. Donc, 5 avenue de octobre. Gabon. 5 octobre à 19h pour voir 20h. 20h, jeudi 20h. 5 octobre, avenue Mac Mahon, dans le 17e On mettra arrondissement. toutes les Le informations. format, la durée 21 du coup, minutes. 21 minutes. Ouais, petit. HDJ. Moyen, presque. presque, ouais. Il peut y avoir... Alors, si vous n'êtes pas libre à 20h, le truc qui est génial, c'est que, en fait, moi, je peux, avec le projectionniste, Antoine, on peut faire plusieurs projections. C'est-à-dire qu'on peut en faire une à 20h30 pour les retardataires, à 21h15, on peut même en refaire une à 22h. On peut en faire 3. Super. Parce que moi, j'ai des amis médecins. Non, mais j'ai des amis médecins, mais ils sont super pris, quoi. Ils me disent, ouais, mais Coralie, à 20h, moi, je suis pas sortie du cabinet. Oui, mais en fait, ils vont pouvoir... Voilà, à 22h, on peut refaire. Allez la voir et allez. Dire que c'est une urgence. It's an emergency. C'est une emergency de rencontrer donc cette jeune réalisatrice et comédienne, donc Coralie Revel, à la tête de ce court-métrage HDJ, et vraiment que moi j'ai vu et que je vous conseille vraiment de découvrir. Et on embrasse aussi Benjamin qui nous a fait ce petit message pour toi. Ça fait 2 mois qu'on complote pour te le proposer aujourd'hui. Et donc voilà, on avait voulu le faire. Une dernière photo pour terminer, c'est une des séries qui va arriver à la rentrée que je vous conseille vivement. Ça arrive sur Disney+, ça s'appelle Irrésistible. On est sous embargo, j'ai pas le droit de dire combien j'adore cette série, mais qui est une comédie romantique sur une jeune femme, Adèle, jouée par Camélia Jordana, qui est une autrice de podcast sur l'amour, qui sort d'une relation difficile avec son ex et qui tombe amoureuse. Coup de foudre devant un jeune homme qui vient à la dédicace, sauf que à chaque fois qu'elle a trop d'émotions qui montent parce qu'elle est amoureuse de lui, elle fait des malaises. Ouais. Elle se rend compte qu'elle est victime d'un stress post-traumatique de sa précédente relation. Comment vivre le grand amour quand on ne peut pas rester à côté de lui plus de 2 minutes 30 sans tomber dans les pommes? Eh bien, c'est tout l'enjeu de cette série avec donc Camélia Jordana qui est absolument remarquable, et ça arrive le 20 sur Disney+, et ce sera en projection à La Rochelle, au Festival de la Fiction de télé de La Rochelle, le 13 septembre à 14h. Si vous y êtes, allez-y. C'est une super idée. Ah ouais, mais c'est génial. Et c'est... Ça évite les disputes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le coup de foudre. C'est voilà. On retrouve Fille du Feu. C'est le lundi soir sur France 2 pendant encore 2 soirées. Et je vous conseille vraiment de découvrir sur France.tv. Vous pouvez voir l'intégralité de la série si vous ne pouvez pas attendre. Avec donc Bruno Debrante
et tout ce casting absolument formidable. Le 5 octobre à 20h au McMahon HDJ avec Coralie Revel et toute l'équipe de ce film. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Loi des séries. Mercredi pour une nouvelle émission qu'on vous propose qui s'appelle Le Club. Merci à Maxime Poster qui était à la réalisation, Nora et Julia qui étaient à mes côtés. Et on se retrouve la semaine prochaine. On parlera de la nouvelle génération des bracelets rouges de TF1 qui seront avec nous. Merci. Merci à tous. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup.